Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité Valérie Rabault. Bonjour. Bonjour. À un mois des élections européennes, à en croire les sondages, Jordan Bardella fait la course en tête, loin derrière la liste de la majorité et aussi loin derrière celle du PS Place Publique de Raphaël Glucksmann que vous soutenez. Une tête de liste et des dirigeants du PS comme Jérôme Guedj, pris pour cible par la France Insoumise, par ses dirigeants, notamment par Jean-Luc Mélenchon, à travers des accusations, on va dire, au relent antisémite. Est-ce à dire que la thèse de Manuel Valls des deux gauches irréconciliables prend désormais tout son sens? Et donc, pour commencer, Valérie Rabault, la campagne européenne, sur quoi va-t-elle se jouer? Sur quoi doit-elle se jouer? Sur les thématiques purement européennes, sur des dossiers franco-français, sur la politique migratoire ou sur les enjeux internationaux? Vaste question. Elle doit se jouer sur les objectifs qu'on se donne pour l'Europe. C'est ce que fait Raphaël Glucksmann. Et je suis obligée de constater qu'elle se joue beaucoup sur des thématiques françaises. C'est ce que fait le Rassemblement national et même la France insoumise. Pas vous? La campagne de Raphaël Glucksmann ne parle que d'Europe, de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie de porter, de ce qu'on met dans le débat, de ce qu'on a fait. C'est du très concret. Et vous voyez, moi j'ai fait un petit tour dans Montauban, qui est la ville-préfecture de ma circonscription, en disant, là, l'Europe a fait ça, là, l'Europe a fait ça. Et personne ne le sait, en fait. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'Europe, et qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? L'Europe, elle fait plein de choses. Bon, elle est incapable de le dire, donc elle est très mauvaise en com, ça c'est sûr. C'est qui en l'Europe marketing. d'ailleurs? Mais on sait jamais trop qui c'est. Ouais. Et même quand vous allez sur son site internet, c'est difficile de s'y retrouver. Le site de qui? De la Commission? De la Commission, même du Parlement. C'est quand même, faut être, faut connaître les arcanes pour pouvoir s'y retrouver. Donc moi je trouve que c'est très difficile de s'y retrouver. Même vous qui êtes scientifique de formation? Non mais ça n'a rien à voir parce que c'est quand même. Oui, mais ça veut dire que vous avez réfléchi dans la vie. Oui, mais je pense qu'il faut peut-être encore plus réfléchir pour arriver à trouver l'info. Bon, passons. Mais toujours est-il que nous, on fait une campagne européenne. On fait une campagne en discutant aussi avec nos partenaires au sein du Parti socialiste européen, que ce soit le PSOE, le SPD. Donc c'est ça, enfin, l'élection européenne, c'est la seule en France à un tour à la proportionnelle. Ce qui permet à chacun de voter vraiment sur un objectif positif, en ne disant pas « si je vote au premier tour, ça va éliminer tel candidat au second, etc. » Là, il n'y a pas de second tour. Donc on est libre de voter pour les idées qu'on a envie de défendre pour l'Europe. Idée, d'abord le social. En quoi l'Europe peut-elle être un atout pour les enjeux sociaux que vous défendez? Mais l'Europe, d'abord, elle s'est construite pour faire la paix, mais elle s'est construite sur des valeurs de justice sociale, des valeurs de liberté, des valeurs d'égalité. Donc, elle doit le transcrire. Quand Raphaël Glucksmann porte avec d'autres le projet de loi, la directive sur le droit de vigilance des grandes multinationales, qui fasse que des multinationales françaises ne fassent pas travailler des enfants, n'utilise pas des produits fabriqués par des enfants et du travail des enfants. Ça, c'est tout à l'honneur de nos valeurs. Quand nous portons le fait que sur les plateformes, vous avez différentes plateformes, je ne vais pas toutes les citer, mais enfin Uber et autres, que les travailleurs aient des droits sociaux. Ça, nous le portons. Qui c'est qui ne le vote pas? C'est Renaissance. Donc ça, ce sont vraiment des choses très concrètes de dire l'Europe, continent qui est aujourd'hui clairement qui est le plus riche, doit porter des valeurs sociales et doit continuer à le faire. Elle ne le découvre pas aujourd'hui, mais elle doit continuer à le faire sur un certain nombre de droits pour les travailleurs. Droits pour les travailleurs, et puis contexte économique et budgétaire, est-ce que ça va peser? Est-ce que ça doit peser sur les élections européennes? Et donc on parle des enjeux français, mais qui ont des répercussions au niveau européen. Alors là, pour le coup, l'Europe, elle a un gros problème. Elle a décroché dans sa capacité à produire de la valeur. Les États-Unis, l'an dernier, ont eu une croissance économique de 2,5%, l'Europe de 0,5%. Avec la France un peu au-dessus. Avec la France un peu au-dessus. C'est pas elle qui a tiré le continent vers le bas, mais quand même. C'est la première fois depuis 15 ans. Vers le haut d'ailleurs, non? C'est la première fois depuis 15 ans qu'on a un différentiel de 2 points. Avec les États-Unis. Avec les États-Unis. Et l'autre difficulté, c'est que la productivité du travail. La productivité, c'est ce qu'on fait pendant 1 heure de travail. Et donc, plus on est en capacité d'avoir de la valeur ajoutée, plus notre productivité est importante. Depuis 2019, elle recule en Europe, alors qu'elle a augmenté aux États-Unis. Alors, le PIB, c'est pas ce qui résume tout. Est-ce que c'est parce que le coût du travail est moins important aux États-Unis qu'en Europe? Non. C'est pas une histoire de coût du travail, c'est une histoire de ce que vous faites pendant 1 heure travaillée. Donc, ça n'a rien à voir avec le coût du travail. Aux États-Unis, elle a augmenté de 6% depuis 2019. Ici, elle est stable.
en Europe. Donc ça, c'est un vrai sujet. Parce que ça, c'est la question de l'Europe de l'intelligence. C'est la question de l'Europe de la recherche. C'est la question d'être en capacité de faire des nouveaux médicaments, d'être en capacité d'avoir, par exemple, sur la transition écologique et énergétique, d'avoir d'une valeur ajoutée pour être en capacité de consommer moins. Donc ça, ce sont des vrais sujets qui sont le cœur qui impactent notre futur. L'Europe, il y a 2 grandes pays, la France et l'Allemagne. Ces 2 pays représentent à eux deux 40% du PIB de l'Union européenne. Et ces 2 pays décrochent. Donc, il est crucial qu'on puisse se mettre en mode d'être en capacité de réinvestir. Alors, vous allez me dire, on fait comment ? Réinvestir notamment dans l'industrie. Dans l'industrie, dans les médicaments. On ne peut pas être un continent... Ce qui a commencé à être fait après la crise du Covid. Oui, mais vous voyez, par exemple, sur l'amoxicilline, je pense que tout le monde en consomme peut-être une fois dans l'année. Il y a 3 usines en Europe seulement. 3. Et de ces usines, ce n'est pas de la matière première que sont venus les problèmes de pénurie, ce sont de ces usines. Donc là, il y a une vraie question d'autonomie stratégique. L'Europe, elle doit gagner en autonomie stratégique. Elle ne doit pas aller comme elle l'a fait pendant la crise du Covid, quémander des masques en Chine. Elle s'est organisée sur le vaccin, elle a su le faire. De manière peut-être un peu difficile, mais aujourd'hui, sur les médicaments, elle peine. C'est un exemple très concret. Et là, ce que propose Emmanuel Macron, ça va dans le bon sens ou pas ? Et les décisions prises par Emmanuel Macron dans ce sens de l'autonomie industrielle. Oui, mais enfin, le président de la République, il a annoncé il y a 1 an une liste plus ou moins stratégique de médicaments et depuis, on n'a rien vu. Donc, ce qui compte, ce n'est pas les annonces. Ce qui compte, ce sont les faits. Et sur cette question des médicaments, vous avez toujours des pénuries massives qui sont inacceptables dans un continent. L'Europe ne peut pas être le continent le plus riche au monde et être celui où il y a des pénuries de médicaments à ce degré-là. Écologie. En quoi votre position diverge de celle de LV et peut-être encore plus de LFI? Sur l'écologie, nous... Donc il y a le nucléaire, il y a le problème du nucléaire, par exemple. Non, mais il y a la question du nucléaire. Nous disons que le nucléaire est une énergie de transition. Nous l'avons toujours dit et nous le maintenons. Donc là-dessus, il n'y a pas d'évolution dans ce que nous portons. Par contre, ce que nous disons, c'est que le président de la République a fait des annonces, mais quand on regarde les coupes budgétaires qui ont eu lieu dans le cas du décret qui a été pris pour faire moins 10 milliards de dépenses cette année et puis sans doute moins 20 l'année prochaine, c'est l'écologie qui paye le prix fort. C'est la recherche qui paye le prix fort. Quasiment 1 milliard. Vous vous rendez compte ? Pour le CNRS, qui a un budget de 3,6 milliards par an, vous l'amputez de 10% cette année sans aucun l'avoir prévenu auparavant. C'est inacceptable. Ça, ce sont des dépenses qui engagent notre avenir. Et donc, les couper, c'est irresponsable. Nucléaire. Emmanuel Macron va inaugurer la semaine prochaine l'EPR de Flamanville. Vous dites ouf ou vous dites ça sert à rien? Non, je dis pas ça sert à rien. Non, mais je dis pas ça sert à rien. Non, je dis qu'il faut être en capacité d'avoir un mix énergétique. Après, Flamanville, après 15-20 ans... Non, mais je sais, c'est quand même un chantier qui a été... Et qui a coûté 4, 5, 10 fois plus. Oui, qui a coûté, exactement. Alors, je ne sais pas comment il a été piloté, je pense qu'il y a eu plein de difficultés. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut être en capacité d'avoir notre autonomie stratégique sur l'énergie. À chaque fois qu'on dépend de l'extérieur sur l'énergie, on est dans la main de ceux qui décident d'augmenter le prix du gaz, de ceux qui décident... quand vous avez une guerre comme on a aujourd'hui, vous vous retrouvez en difficulté. Mais ça, l'énergie, c'est vraiment le cœur pour être en capacité de faire fonctionner notre économie. Énergie, et puis les enjeux français, c'est aussi l'état des finances publiques, la dette et les déficits. Est-ce que, comme le disait François Fillon il y a maintenant 17 ans, 2007, la France est un État en faillite? Quand on est un État en faillite, ça veut dire que les créanciers ne vous prêtent plus. Voilà. Bon, c'est pas le cas de la France. Ça a été démontré par la notation des agences de notation. Non, mais les agences de notation, j'accorde pas beaucoup d'importance. C'est une question que je vous pose, non? Non, j'accorde zéro importance. Ouais. Ce qui compte, c'est être en capacité de voir si les prêteurs ont encore confiance en vous. D'ailleurs, c'est comme, pour les particuliers. Exactement. Pareil. S'ils continuent à vous prêter, c'est qu'ils ont confiance en vous. Donc, je pense pas que François Fillon avait raison. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça nous coûte cher. Parce que ça nous coûte 50 milliards d'euros par an. Ouais. Et ça risque de coûter encore plus cher. Donc, il faut faire des économies ou augmenter les impôts. Il faut être en capacité de réduire son déficit. Et il y a aussi une façon de faire, de réduire le déficit. Quand vous avez 2% de croissance, c'est-à-dire que vous créez de la valeur dans le pays, eh bien, vous avez des rentrées fiscales qui rentrent automatiquement. Mais quand vous en avez moins? Quand vous en avez moins, vous vous retrouvez avec un déficit tel que celui qu'on a aujourd'hui. Et alors, comment on fait des économies? Parce qu'il va falloir faire des économies en renonçant sur des dépenses, santé, budget des collectivités locales, sociales, ou en augmentant les impôts. Alors, Frédéric Cazisa, il ne vous aura pas échappé qu'en octobre, le groupe socialiste apparenté de l'Assemblée nationale est le seul à avoir proposé un contre-budget avec une trajectoire budgétaire
C'est-à-dire qu'on a mis en adéquation les dépenses et les recettes. Alors vous proposiez quoi En disant une chose très claire, et on a été les premiers à le dire, de dire le gouvernement ne peut pas tenir son objectif, ce qu'il avait annoncé, et le gouvernement découvre qu'il a un dérapage quand même de 18 milliards d'euros. Faut quand même le faire. Hein. Avoir un dérapage de 18 milliards d'euros, ou pas l'avoir vu, ou l'avoir vu et pas l'avoir dit, je ne sais pas, c'est quand même du jamais vu. C'est énorme. Donc, nous, on l'avait dit dès octobre. Ce qu'on avait fait, on avait fait 3 choses. On avait dit, jamais la France n'a réduit son déficit de ce qu'on appelle 0,5 points de PIB, avec une croissance inférieure à 2 points. Parce que si vous le faites, vous cassez l'économie. Si vous cassez l'économie, vous cassez vos recettes fiscales. Donc ça, c'est ne pas entrer dans ce cercle vicieux, c'est une priorité. Et le gouvernement est en train d'entrer dans ce cercle vicieux. Alors vous proposez quoi pour sortir de ce cercle vicieux ? Ce qu'on a proposé, c'est de dire on réduit la marche à faire. On la réduit, on la divise par 2, parce qu'on est conscient qu'il faut réduire le déficit. On n'est pas des irresponsables, on est vraiment conscient qu'il faut réduire le déficit. On attaque les niches fiscales, parce que ça, c'est de la dépense fiscale. Donc, vous avez un certain nombre, par exemple, sur les exonérations au-dessus qui existent sur les exonérations de cotisation au-dessus d'un certain niveau de salaire, on les supprime. Donc, on a un certain nombre de points. On revoit aussi le coût de la dette, parce que quand vous faites une dette indexée sur l'inflation, c'est-à-dire que vous payez à ceux qui vous prêtent l'inflation plus un petit quelque chose, quand l'inflation elle est à 6 ou 7, vous payez 6 ou 7% à vos prêteurs. Et puis, on a aussi... Il faut que les prêteurs acceptent. Exactement. Et c'est là où tout doit entrer dans la négociation. Mais quand même, quand vous appelez la France, vous devez être en capacité de négocier. De faire pression. Et si vous ne le faites pas, il faut que cette négociation elle soit faite au plus haut niveau de l'État. Et le 3e volet, c'est sur le volet recettes. Oui, on veut taxer les super profits. Oui, on veut remettre l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça, c'est vraiment ce qui peut amener entre 10 et 15 milliards d'euros. Comment on taxe les super profits, justement, et qu'est-ce que ça peut rapporter ? Ça dépend. Dans la majorité, par exemple, le MoDem le propose. Oui, le MoDem le propose, l'a même fait voter une taxe sur les super dividendes. Donc après, ça sera sans doute au centre du débat budgétaire. Non, mais ce qui est quand même incroyable, c'est que ça a été voté en septembre dernier et que retoqué. Le gouvernement l'a enlevé de son 49.3, alors que c'est proposé par sa majorité, enfin un groupe de sa majorité. Donc là-dessus, quand on a un tel niveau de déficit, on ne peut pas, il est inconscient de ne pas taxer les super profits. Autre dossier qui a peut-être à voir quelque chose avec l'Europe, mais pas forcément. L'accord conclu entre les syndicats et la SNCF sur les retraites qui prévoit notamment une amélioration du dispositif de retraite anticipée, en particulier pour les cheminots ayant occupé des postes à la pénibilité avérée. Est-ce que ça donne, comme le dit Bruno Le Maire, un sentiment de 2 poids 2 mesures par rapport aux autres catégories de salariés ? Oui, alors ce qui donne surtout l'idée d'un 2 poids 2 mesures, c'est la divergence entre Bruno Le Maire et le Premier ministre. Parce que le Premier ministre, de ce que je comprends, dit au patron de la SNCF négocier pour trouver un accord avec les partenaires sociaux. Et c'est notamment par rapport aux Jeux Olympiques. Sans doute peut-être par rapport aux Jeux Olympiques, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il lui donne apparemment carte blanche. Et Bruno Le Maire se réveille 2 semaines après en disant « mais non, mais c'est scandaleux ». Donc ça, où est le pilote au sein de l'État ? La SNCF est à 100% public. Donc j'imagine qu'il y a des discussions entre le président de la SNCF et le gouvernement. Manifestement, il y a eu un petit bug dans leur affaire. Mais on nous dit que les jours de Ferrandou à la tête de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, à la tête de la SNCF sont comptés. Ça vous paraît normal ou pas ? Non. À partir du moment où l'État a donné des instructions, alors peut-être qu'il ne l'a pas fait de manière suffisamment claire, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on est l'État, on discute avec le président de la SNCF. Et si le gouvernement ne le fait pas, c'est qu'il y a un problème. Autre dossier qui est là au centre de la campagne, d'une partie de la campagne des élections européennes, les enjeux de la politique migratoire. Est-ce que c'est normal d'en faire l'un des enjeux justement des élections européennes et de la campagne européenne ? Je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais ça fait partie des sujets qui sont évidemment... Mais de quelle manière ? J'ai peut-être mal posé ma question. De quelle manière il faut que ça soit au centre de la campagne européenne ? Non, mais moi je ne pense pas qu'il faille que ce soit au centre. C'est une des questions qui doit être abordée dans le cadre de l'Union européenne. Il se trouve que moi j'étais il y a 3 semaines à un sommet qui était des parlements nationaux et on a abordé cette question-là parce que effectivement, notamment de la Syrie, il y a des questions qui se posent. Donc tout ça doit être mis sur la table, bien évidemment. Mais dans les enjeux de la campagne européenne, pour moi, il y a l'autonomie stratégique, il y a l'énergie. Ce que vous avez dit oui, mais parce que c'est super important. Et le très important, c'est que l'Union européenne, elle est née sur la question de la sécurité à accorder aux citoyens,
européen, quand vous avez des attaques, des cyberattaques qui viennent de la Russie, quand vous avez des hôpitaux qui se retrouvent dans des difficultés parce qu'ils ont subi des cyberattaques, ça, c'est une question de sécurité européenne. Politique migratoire. Le pacte Asile et Migration, qui a été adopté le 10 avril dernier par le Parlement européen, prévoit de traiter une partie des demandes d'asile aux frontières extérieures de l'Union et introduit un mécanisme de solidarité entre les États membres en cas d'arrivée massive. Soutenu par les sociaux-démocrates européens et la droite européenne, donc PSE et PPE, Raphaël Glucksmann a voté contre. Pourquoi avoir voté comme Bardella et comme Bellamy ? Non, il n'a pas voté comme Bardella et comme Bellamy. Ils ont voté contre aussi. Il a voté contre pour des raisons de dire, pour ce qu'il considérait que dans le pacte asile-immigration, le côté coercitif était plus important que le côté humain vis-à-vis de vrais demandeurs d'asile. Bon, par contre, mais le PSE a voté pour, dans grande majorité au sein du PSE, parce qu'il y a des aspects qui sont positifs dans ce pacte asile. Vous auriez été députée européenne, vous auriez voté pour ou contre ? Non, je vais finir. Parce qu'il y a des aspects positifs qui sont de dire on a des sanctions beaucoup plus fortes sur les passeurs. Donc, il faut que ce soit effectivement ces passeurs qui organisent aussi une forme de misère humaine soient beaucoup plus sanctionnés. Donc, ça, c'est très positif. Mais dans un accord, il faut toujours qu'il soit équilibré. Donc, là-dessus, il y a des plus et il y a des moins. Le vote de Raphaël Glucksmann, moi j'aurais voté comme lui, si j'avais eu à le voter. Mais je pense que dans la négociation, on pouvait encore peut-être aller plus loin. Je ne sais pas si la négociation a pris suffisamment de temps parce que je pense que certains voulaient absolument que ce soit voté avant le début des élections européennes. Et avant la fin de la session. Et avant la fin de la session. Emmanuel Macron multiplie depuis des mois les propos sur l'Ukraine. Dans une vidéo postée hier sur les réseaux sociaux, il a dit espérer de toutes ses forces qu'on n'aura pas à partir en guerre. Il a ajouté « L'Ukraine a été attaquée par la Russie. À un moment donné, il faut qu'on arrive à dissuader la Russie de continuer à avancer. » Et toujours, selon Emmanuel Macron, dans cette guerre se joue la souveraineté et l'intégrité du territoire de l'Ukraine, mais aussi l'état de droit, nos règles communes. Et si on laisse faire en Ukraine, c'est la loi du plus fort. Vous en pensez quoi ? Et puis ça nous renvoie à ce qu'il avait déclaré à plusieurs reprises ces dernières semaines à propos de l'envoi de soldats français et européens pour aider l'Ukraine. Je suis d'accord sur ce qu'il dit, sur l'Ukraine. Ce qu'il dit hier. C'est une guerre en Europe, c'est une guerre qui met à mal l'état de droit, puisqu'il y a des frontières reconnues qui sont bafouées par la Russie, et c'est une guerre vis-à-vis des États démocratiques. Là où j'ai une divergence avec lui, c'est quand il lance des propos en disant on va envoyer des troupes en Ukraine. Je trouve que c'est dévastateur. D'abord... C'est dangereux ? C'est dangereux. D'abord, il se trouve que moi, je crois que c'est Bardella qui dit c'est dangereux. Non, mais moi, je suis allée en Ukraine et j'ai eu la chance de rencontrer le président Zelensky. Il vous a dit quoi ? Et donc, on lui a posé la question. On lui a dit avec Yael Braun-Pivet notamment. Exactement, avec la présidente de l'Assemblée nationale. C'était quand précisément ? C'était il y a un mois, un peu plus d'un mois. Donc, on lui a posé la question. Il a dit « Je ne l'ai jamais demandé ». Et je trouve que ce n'est pas une communication adaptée, pour reprendre de mémoire ses propos. Donc, ce qu'il faut pour l'Ukraine, c'est augmenter le soutien de la défense aérienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Ukraine, on voit bien, est frappée par des missiles qui arrivent et des drones. C'est ce qu'il a annoncé aussi, le président Macron. Oui, d'accord, mais il faut peut-être accélérer quand même sur ce point-là, parce que ça fait plus de 6 mois, 1 an qu'on connaît ce problème. Et puis le deuxième volet, c'est la fabrication de munitions. Ce qui est quand même incroyable, c'est que l'Europe, tout à l'heure on parlait d'autonomie stratégique, mais quand on se rend compte qu'elle n'a pas de poudre et pas d'obus, c'est quand même ahurissant. Donc, la République tchèque a proposé de fabriquer 800 000, ce qui a été accepté par la France. Donc ça, c'est très bien. Mais je pense que sur des sujets de guerre, il faut toujours faire attention, surtout au plus haut niveau de l'État, à la parole qu'on utilise. C'est-à-dire qu'il faut éviter de trop parler ? Il faut éviter de lancer des choses à la cantonade, comme cette histoire d'envoi de troupes, alors qu'il n'y a pas d'accord européen et que ça n'a pas été demandé par le président ukrainien. Ça veut dire que la défense de l'Ukraine, c'est au cœur des valeurs de l'Europe ? Oui. Oui. C'est pas tout à fait ce que disent d'autres partis, notamment LFI, ils disent ce qu'ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent, mais ils disent ce qu'ils veulent. Nous, sur l'Ukraine, on a toujours eu, depuis le 24 février 2022, on a toujours eu une position très claire. Alors, vous l'aviez rappelé tout à l'heure, la Russie a accentué une opération de déstabilisation de la société française dans la perspective des élections européennes, d'ailleurs pas seulement françaises, il y a aussi l'Allemagne, puis également outre-Atlantique et les États-Unis. Est-ce que dans ce contexte, la stratégie d'Emmanuel Macron face à Poutine est la bonne ou pas ? Ce qui est sûr, sur ces questions des cyberattaques, il faut être en capacité
d'avoir d'abord une surveillance de nos territoires, d'éviter de prendre... Enfin, la France et l'Allemagne, des statistiques qui ont été publiées sur les cyberattaques, sont les deux pays les plus visés. D'ailleurs, cyberattaques dans la perspective des élections européennes et aussi des Jeux Olympiques. Oui, mais pas que. Enfin, quand vous avez des hôpitaux qui font l'objet de cyberattaques, ça veut dire que vous n'avez plus accès aux dossiers. Enfin, c'est quand même un vrai danger pour notre pays. Donc, les deux pays des statistiques qui ont été publiées, qui ont le plus subi de cyberattaques, c'est la France et l'Allemagne. Comment vous l'expliquez ? Parce que c'est les deux pays européens les plus importants. Qui sont les plus importants. C'est les deux pays... la France a aussi une politique étrangère assez offensive. Donc, il est prioritaire que l'Europe, sur ces questions-là, soit en capacité de préserver l'intégrité du territoire, et notamment sur les réseaux sociaux qui existent. Je ne parle même pas des trolls, je parle vraiment que des cyberattaques là-dessus. Moi, je pense qu'il faut renforcer les moyens là-dessus. Et ça doit être au cœur de l'élection européenne. C'est-à-dire, je rappelle que l'Europe, elle est née pour la sécurité des Européens. Est-ce qu'il y a un parti, est-ce qu'il y a une tendance pro-Poutine en France ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que certains... sont allés quémander des prêts, d'autres ont des relations, j'en sais rien, les relations qu'ils nouent avec la Russie. Mais nous, ce qui est sûr, au sein du Parti socialiste, on est très clair. Et depuis le 24 février 2022, on n'a pas varié de notre ligne de soutien à l'Ukraine. Est-ce que le RN et LFI font partie d'une 5e colonne pro-Poutine en France ? J'en sais rien. Vous pouvez le répondre avec vos termes. Mais j'en sais rien. Non, mais vous voyez ce qui se passe. Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien ? C'est sûr ? Oui, vous n'avez pas des doutes ? Je n'en sais rien. Je parle de ce que nous portons. Nous, les socialistes, le Parti socialiste européen, on est parfaitement alignés sur cette question-là. Alors, le 17 janvier 1995, vous vous souvenez ? Vous étiez déjà en politique à l'époque ? Non. Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque ? J'étais encore étudiante. Vous étiez encore étudiante. Mais enfin, je suppose que vous avez entendu ce discours de François Mitterrand devant le Parlement européen de Strasbourg. En tout cas, vous en avez des souvenirs. Et il a dit ce jour-là que le nationalisme, c'est la guerre. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que le populisme, qu'il soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, c'est la guerre ? Je dirais que le populisme, quelle que soit sa tendance, abîme l'état de droit. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire c'est la guerre, mais il abîme l'état de droit. Et c'est un terreau... Qui conduit au chaos ? Mais c'est un terreau l'état de droit, c'est ce qui protège nos libertés, ce qui protège tous les acquis de notre démocratie. C'est ce qui dit... Dans le fond, chacun sait comment il est traité de manière égale. Et je pense que c'est très important de le chérir et puis vraiment de le défendre. Donc Mitterrand disait, le nationalisme, c'est la guerre, l'Europe, c'est la paix ? L'Europe a été construite pour la paix, ça c'est sûr. Et donc, elle doit, pour réussir cette paix, elle doit garantir la sécurité de l'ensemble des habitants du continent. Et donc, je reviens sur les cyberattaques, j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est vraiment une zone de non-droit, ces cyberattaques. C'est-à-dire que vous avez les personnes en tout cas, ou les États, ou en tout cas les officines qui les organisent, ne sont pas suffisamment punis aujourd'hui. Et donc, du coup, on voit bien que ça continue. Donc ça, c'est une priorité. Et le deuxième volet, c'est... Il faut préciser d'ailleurs aux Français, aux gens qui nous écoutent, quelles sont les conséquences de ces cyberattaques sur la vie quotidienne des gens ? C'est terrible. Vous êtes dans un hôpital, vous devez vous faire opérer, il n'y a plus de dossier, plus d'accès, vous désorganisez tout le fonctionnement quotidien dans notre vie quotidienne. Donc c'est une guerre. C'est une forme de guerre, bien sûr, puisque ça vous empêche de vivre librement. Donc c'est une forme de guerre. Et le deuxième volet pour la sécurité de l'Europe, c'est son autonomie stratégique. Vous voyez, il y a une statistique qui est passée complètement sous silence. En 2019, les États-Unis, qui étaient net importateurs d'énergie depuis la Seconde Guerre mondiale, sont devenus net exportateurs. Alors, ils l'ont fait notamment grâce à un coût écologique exorbitant, puisqu'ils l'ont fait avec le gaz de schiste. Donc, ça, c'est pas la stratégie que nous voulons avoir. Il y avait eu un débat en France, mais ça a été... Oui, mais c'est pas du tout la stratégie que nous voulons avoir. Mais il faut quand même avoir en tête qu'eux sont devenus, depuis 2019, ils ont leur autonomie stratégique en termes d'énergie. L'Europe doit viser l'autonomie stratégique. Ça passe par le renouvelable, ça passe par le maintien. Alors là, effectivement, nous avons une divergence avec les Allemands du nucléaire comme énergie de transition. Avec les Allemands et avec certains autres partis de gauche. Oui, mais avec les Allemands, on a une vraie divergence là-dessus. On ne va pas se mentir. Et c'est ce qui fait que... Mais les Allemands, d'ailleurs, parce qu'au sein de la coalition gouvernementale, il y a les écologistes allemands. Oui, mais ça ne vient pas que des écologistes. Ça vient aussi du SPD.
Dans ce contexte de guerre au port de l'Europe, les élections européennes, elles seront vraiment essentielles pour l'avenir de l'Europe. Les élections les plus importantes depuis 1979 ? Je pense qu'elles sont les plus importantes depuis 1979. L'Union européenne, alors nous, on ne sait pas le faire fonctionner comme ça, mais il se trouve que le Parlement européen a toujours fonctionné en essayant de trouver un consensus. Ouais. Alors on se dit, mais comment on arrive à trouver un consensus entre la droite et la gauche ? PSE, PPE. Bon, grosso modo, c'est-à-dire entre la gauche et la droite. Ce qui, effectivement, n'est pas du tout dans notre mode de fonctionnement en France, où à l'Assemblée nationale, on avait... Ça peut être le cas en Allemagne. Mais ça peut être le cas dans d'autres pays, en Allemagne, et même dans d'autres pays, qui d'ailleurs nous regardent toujours un peu bizarrement en se disant, mais pourquoi vous... une fois les élections passées, vous ne faites pas de coalition. Bon, mais parce que vous serez favorable, vous serez favorable à ça en France ? C'est pas notre culture. Non, mais est-ce que vous serez favorable ? Attendez, je parce que je vous entends dire ça peut-être avec intérêt. Non, je ne dis pas ça avec intérêt du tout. J'observe que vous me posez la question de savoir si les élections sont... Donc, est-ce que ce mode de fonctionnement-là va pouvoir continuer ou pas après le 9 juin 2024. Donc ça, c'est une vraie question. Notamment par rapport à au résultat qui va être celui de l'extrême droite. Exactement. Donc c'est ça l'enjeu qui est posé, c'est est-ce qu'on est capable de continuer à avancer ou est-ce que dans le fond, il y aura un groupe d'extrême droite qui sera suffisamment important pour bloquer le Parlement européen. C'est ça la question. Mais là, c'est pas que de la cuisine politicienne et de savoir comment fonctionne un Parlement, c'est qu'est-ce qu'on fait pour l'Europe ? Qu'est-ce qu'on fait sur l'énergie ? Qu'est-ce qu'on fait sur les médicaments ? Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de la cybersécurité ? Qu'est-ce qu'on fait sur l'agriculture ? Vous voyez, Raphaël Glucksmann n'a pas voté, alors que Renaissance a voté sur la nouvelle mouture de la PAC. Moi, je trouve scandaleux, mais vraiment, qu'aujourd'hui, vous avez 1 hectare de blé, que vous l'ayez dans la Beauce où il y a des gros rendements, que vous ayez en Tarn-et-Garonne où les rendements sont plus faibles parce qu'on a des coteaux, etc., eh bien, c'est le même montant qui est versé. Mais je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que sur la PAC, il faut que ce soit le revenu des agriculteurs qui soit pris en compte. Et c'est un exemple très concret. Et donc pas que les gros céréaliers, par exemple, gagnent plus d'argent dans le cadre de la PAC que les petits agriculteurs de province. Exactement. À 1 mois des élections du 9 juin, Jordan Bardella fait donc la course en tête. Est-ce à dire que tout est joué, que le RN a désormais le vent en poupe et que la gauche est définitivement rejetée par les Français ? Non. De toute façon, ce qui compte... Alors, moi, je ne regarde pas trop les sondages. Ouais. Ce qui compte, ça sera le résultat du 9 juin prochain. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Raphaël Glucksmann, nous avons une vraie dynamique. Décidément, vous le citez beaucoup. Mais je le cite beaucoup parce que, d'abord, c'est notre tête de liste. Ouais. Et puis, 2, quand il dit l'Europe, c'est le combat de ma vie, c'est vrai. Et il peut le montrer depuis tout ce qu'il a mené avant même d'être élu. C'est vraiment le combat de sa vie. Donc, c'est lui qui fait une vraie campagne européenne, qui mélange pas la popole, la politique politicienne française dans ce scrutin et qui avance vraiment sur des caps très clairs. RN, comment vous expliquez la progression du RN à l'occasion notamment de ces élections européennes ? Notamment chez vous, par exemple. Est-ce que c'est le cas chez vous ? Alors, chez moi, il y a une forte proportion... Quand vous allez sur les marchés, par exemple. Non, mais déjà, à l'élection présidentielle, Marine Le Pen a fait plus de 50% au second tour dans mon département. Donc, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas du vote RN, ce serait vous mentir. Et comment vous l'expliquez ? Mais n'empêche que j'ai été élue députée, et je ne me suis jamais cachée députée socialiste sur cette circonscription. Donc, il y a des élections... est-ce qu'il y a un ras-le-bol qui souhaite être exprimé ? Est-ce que Renaissance avait laissé un candidat contre vous ? Oui, mais moi j'ai eu tout le monde, donc comme ça il n'y a pas de problème. Donc la question qui se pose sur ce scrutin, c'est qu'effectivement il doit y avoir un vote, je pense qu'il y a une expression d'un vote sanction vis-à-vis du président de la République et que ça peut aussi se cristalliser sur le Rassemblement national. Mais nous, dans la campagne que nous menons, c'est vraiment une campagne positive sur cette Europe que nous avons vraiment envie de faire avancer. Et on ne la fait pas avancer parce qu'on est des naïfs ou des gentils ou je ne sais pas quoi. C'est parce qu'on pense qu'aujourd'hui, l'Europe peut être attaquée. Et que ce qui se passe en Ukraine, ça peut déborder sur le reste du continent européen. C'est un peu ce que dit Emmanuel Macron, ça. D'accord, mais c'est peut-être ce qu'il dit là-dessus. Mais franchement, alors, dans ce cas, il faut qu'il accélère la livraison des armes à l'Ukraine. Il faut que la France augmente aussi ce qu'elle est en capacité de faire, parce qu'elle n'est pas dans les premiers soutiens de l'Ukraine. Robert Badinter, si vous vous en souvenez, en 1997, il avait fustigé ce qu'il avait appelé la lepénisation des esprits. Comment vous expliquez que 27 ans après, cette lepénisation des esprits soit devenue une réalité ? Je pense que la politique, si on faisait une comparaison avec l'économie, c'est toujours une question d'offre, c'est jamais une question de demande. Et donc, si vous avez une offre politique qui est faible ou qui n'est pas attractive... Donc là, vous parlez de tous les partis, alors ? Je parle de tous les partis, je nous mets dedans, ne vous inquiétez pas. Je pense que véritablement, la politique, c'est d'être en capacité de proposer
un cap pour le pays, un destin, une vision, et que quand les partis ne sont pas en capacité de le faire, eh bien, les électeurs peuvent aller ailleurs, en se disant il y a peut-être une autre vision qui est proposée. Donc, la politique, c'est vraiment une capacité, une question d'offre, c'est-à-dire ce qu'on met sur la table. Et sur les élections européennes, puisque c'est d'elles dont il s'agit dans un mois, eh bien, moi, je considère que notre liste, la liste portée par Raphaël Glucksmann, c'est la seule qui propose un cap crédible pour l'Europe. Vote utile ou pas vote utile, d'ailleurs, le vote Glucksmann? En tout cas, si les électeurs et les électrices veulent faire bouger l'Europe, c'est un vote utile. Qu'est-ce qui est un vote utile? Précisez les choses. C'est un vote utile. Mais qu'est-ce qui est un vote utile? Je vais vous dire. Ouais. Dans le mode de fonctionnement que nous avons, comme c'est une proportionnelle à un tour, et c'est le seul scrutin que nous avons comme celui-ci en France, vous aurez en capacité, plus vous élirez de députés européens socialistes, plus vous accroîtrez leur présence au sein du groupe PSE, au sein de l'Union européenne, et plus on sera en capacité de peser sur les décisions. Donc là, il y a un vrai vote utile. Vote utile, Glucksmann, c'est bien ce que vous dites. Je dis vote utile, Glucksmann. Vote utile, Glucksmann. Emmanuel Macron, il multiplie les prises de parole et les déplacements sur le terrain depuis un certain nombre de semaines. Il y a eu notamment son discours à la Sorbonne, cette vidéo hier, son interview à elle. Il sera demain en déplacement à Issy-les-Moulineaux et dans la Marne, les 15 et 16 mai à Fécamp et à Lepère de Flamanville, ou encore du 26 au 28 mai en visite d'État en Allemagne. Vous avez l'impression qu'il fait campagne comme ça? Il fait campagne, oui. Hein? Et ça vous dérange ou pas? Ce que je constate, c'est que le discours qu'il a tenu à la Sorbonne a dû être intégré dans le temps de campagne de son parti politique. Par l'ARCOM. Ce qui est très bien. Et ça veut dire que ces déplacements, ces prises de parole, ils devraient être incorporés dans... Ça dépend s'il parle d'Europe ou pas. Ça dépend ce qu'il dit. Et alors? J'en sais rien, parce qu'il ne les a pas encore fait. Donc je peux quand même pas... Mais est-ce qu'il est dans son rôle de président de la République de faire des déplacements comme ça pendant la campagne européenne et éventuellement de parler d'Europe? S'il parle d'Europe, l'ARCOM peut l'imputer, peut décompter son temps de parole de celui qui est accordé à son groupe politique. S'il n'en parle pas, il est président de la République, il a le droit de se déplacer. Il a le droit de se déplacer, vous ne dites pas, il faut qu'il se taise. Hein? Non, c'est pas le cas. Alors, on va parler un peu de la gauche. D'ailleurs, on verra il y a deux gauches irréconciliables ou pas. Comme la liste Europe-Palestine en 2004 avec Dieudonné, ou la liste antisioniste de Dieudonné et Soral en 2009, la France insoumise a décidé de faire de la Palestine et de Gaza le thème central de sa campagne européenne. Qu'est-ce que vous en pensez? Rien. Enfin, je ne vais pas commenter ce que la stratégie des autres. Non, mais ça vous paraît normal? Ça vous paraît juste ou ça vous paraît dangereux? Non, mais je ne commente pas la stratégie des autres formations politiques. Ce que j'observe, c'est que notre liste fait l'objet de plusieurs attaques et que je trouve toujours... comment dire? Je pense que ce n'est pas la meilleure stratégie, je pense que c'est regrettable. L'attaque de la part de LFI, vous voulez dire? Différentes attaques. Il y a des partis qui ont une stratégie défensive, c'est-à-dire que ils peuvent attaquer les autres sur différents sujets, et nous avons une stratégie offensive puisque nous parlons de nos idées. Et nous, c'est la liste de Raphaël Glucksmann. La liste de Raphaël Glucksmann. Liste de Mélenchon, de Manon Aubry, plutôt. Est-ce que vous parlez d'une dieudonisation de Mélenchon et de LFI? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire une dérive antisémite, c'est tout. Ça veut dire ça? Comment dire? Je pense que, d'abord, chacun a le droit de choisir, par exemple, certains de défendre la Palestine, ce qui est parfaitement le droit des différentes formations politiques. Ce qui devient compliqué, c'est quand les propos ou quand les propos tenus peuvent laisser penser à des dérives antisémites. Ça, c'est inacceptable. Il y a des propos qui vont laisser penser... Il y a des propos qui m'ont choqué. Par exemple, sur Jérôme Guedj. Il y a des propos... Jérôme Guedj, j'en ai un exemple. Jérôme Guedj est dans mon groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Jérôme Guedj, on le sait, il est le plus à gauche peut-être que moi au sein du groupe socialiste et apparenté. Il a été proche de Mélenchon à un moment. Il a été proche de Mélenchon et il a fait l'objet d'attaques ahurissantes. Vraiment d'attaques extrêmement violentes. Des attaques, je ne me souviens plus des termes exacts de Mélenchon, qui ressemblaient aux attaques de Le Pen il y a 20 ans. Des attaques vraiment violentes et inacceptables. Voilà. Vraiment violentes. Je n'en sais rien, je ne l'explique pas. Vous pouvez me demander de faire la psychologie des autres. Je ne sais pas. C'est une question politique. Non, mais c'est une question... Jérôme Guedj a été extrêmement courageux.
Parce qu'il se fait attaquer à la fois par Mélenchon et il se fait attaquer aussi par certains quand il est allé faire le rassemblement devant le Trocadéro. Vous pensez aux attaques de Meir Habib contre lui. Exactement. Donc, c'est ahurissant. Il a un cap clair. Jérôme Guedj, je vous précise, qu'il sera l'invité du Forum Radio J dimanche prochain. Très bien. Donc ça, il aura l'occasion de commenter également. On précise encore les choses. Sur cette liste de Manon Aubry, la présence de la franco-syrienne d'origine palestinienne, Rima Hassan, qui avait nié le caractère terroriste du Hamas et du programme du 7 octobre, a considéré que le mouvement islamiste palestinien menait une action légitime, et elle défend aussi la thèse d'un seul État de la mer au Jourdain, en clair, la destruction de l'État d'Israël. Ça vous inspire quelque chose ou pas? Non, mais je suis en désaccord total. Je suis en désaccord sur le fait que ne pas reconnaître ce qui s'est passé le 7 octobre comme véritablement un pogrom inouï, d'une cruauté, d'une violence, d'une barbarie inouïe. Ne pas le reconnaître, c'est inacceptable. Ne pas reconnaître que ce mouvement du Hamas est un mouvement terroriste est inacceptable. Donc là-dessus, moi je me suis exprimée dès le 7 octobre sur cette question-là. J'ai un désaccord majeur. Mais majeur qui vous fait dire que nous arrivons, que la thèse de Manuel Valls sur les deux gauches irréconciliables est juste. Moi, j'en sais rien. La thèse de Manuel Valls, il a quitté la gauche. Donc, de toute façon, mais à l'époque, il n'avait pas quitté la gauche. À l'époque, il l'avait pas quitté. Ce qui est sûr, c'est que moi, je milite pour une gauche qui, en tout cas, un parti socialiste qui retrouve une place centrale. C'est-à-dire qu'ils sont en capacité d'avoir un discours très clair, par exemple, sur l'économie, sur la préservation, y compris en faisant des nationalisations d'un certain nombre, je pense par exemple sur le médicament, si on n'est pas en capacité de produire suffisamment de médicaments, ça c'est inacceptable. Donc ça là-dessus, la vision elle est très claire. Et qu'on soit aussi en capacité de discuter avec nos partenaires sociodémocrates qui sont peut-être pas totalement sur cette ligne-là. Donc la gauche, le Parti socialiste doit retrouver une place centrale. Autre question, je continue sur Mélenchon, vous répondrez ou vous répondrez pas, mais je vous pose des questions. Est-ce que vous considérez qu'il est juste de dire que la France insoumise et Mélenchon ont une responsabilité colossale dans la montée exponentielle de l'antisémitisme depuis le 7 octobre? Non, je dirais pas ça. Je pense que la montée de l'antisémitisme depuis le 7 octobre, elle est l'expression d'une gangrène qui peut-être existait dans la société depuis quelque temps, là, qui a trouvé un terreau d'expression, puisque effectivement, la question l'attaque du 7 octobre a remis une polarisation qui pouvait exister. Mais je trouve que votre question ou l'accusation qu'elle pourrait porter n'est pas ce que je dirais. Donc vous ne le dites pas du tout, vous le pensez pas, vous n'avez pas une réflexion là-dessus? Mais si, je peux avoir une réflexion, mais c'est pas. Je trouve que c'est une accusation qui n'est pas. Je pense que l'antisémitisme est quelque chose de plus profond, qui pouvait exister dans la société et qui là a trouvé un terreau d'expression, qui est très dangereux, qui reflète, vous voyez, ce qui se passe dans certaines universités, ce qui peut se passer aussi, ce qu'on a pu voir à Sciences Po. Moi, je maintiens l'idée qu'on peut créer... Enfin, en tout cas, moi, je suis en désaccord total avec la stratégie du Premier ministre israélien Netanyahou. On va préciser les choses, d'ailleurs. En désaccord total. Comme aujourd'hui, une majorité d'Israéliens. Encore les sondages. Eh ben, j'espère que les Israéliens auront l'occasion de voter très rapidement et de pouvoir faire en sorte que le Premier ministre Netanyahou ne soit plus Premier ministre. Je maintiens l'idée qu'il faut qu'il y ait deux États. Aujourd'hui, la situation est très compliquée. Je ne vois pas très bien comment, d'ailleurs, ils vont arriver à discuter. En tout cas, avec le Premier ministre actuel, c'est impossible. Et je pense que sa stratégie est vraiment déflagratrice à la fois pour son pays et pour la région. Et donc, il serait important qu'il puisse y avoir rapidement des élections pour faire en sorte qu'il y ait un nouveau gouvernement. Alors là, c'est les Israéliens qui vont décider. En tout cas, bien sûr, c'est l'Israël qui va décider. Les députés israéliens. Voilà. En tout cas, c'est la preuve qu'Israël est une démocratie, puisqu'il y a ce débat. Mais Israël est une démocratie. Voilà. Alors, vous parlez de Sciences Po. Jean-Luc Mélenchon et les filles sont en première ligne dans le soutien aux étudiants de Sciences Po et d'un certain nombre d'universités qui ont occupé leur campus et réclament le boycott des universités israéliennes. Qu'est-ce que vous en pensez? Boycott des J'en pense que universités tous les étudiants ont le droit d'exprimer une position. J'en pense qu'ils ont le droit de soutenir la Palestine et d'exprimer leur opinion là-dessus. Mais
je pense qu'ils n'ont pas le droit de bloquer ou d'empêcher des étudiants juifs qui ont été attaqués, qui ont été pris à partie. Ça, je pense que c'est inacceptable. Et est-ce qu'ils ont le droit de bloquer des universités, d'empêcher que l'on passe par exemple les examens? Et ça fait, quand vous avez des mouvements étudiants ou quand vous avez d'autres mobilisations étudiantes, ça peut se produire. Mais ce qui est sûr, c'est que viser des étudiants juifs comme ça a pu être fait, je trouve que c'est inacceptable. C'est l'antisémitisme, quelque part. Ils ont le droit. Ça flirte clairement avec de l'antisémitisme. Mais ils ont le droit véritablement de soutenir, de dénoncer ce qui se passe sur les États, ce qui se passe à Rafah, ce qui peut se passer en Cisjordanie. Ils ont vraiment le droit. Mais en revanche, dire à des étudiants de confession juive, vous ne pouvez pas rentrer parce que vous êtes juif, ça, c'est vraiment inacceptable. De quoi ce qui se passe à Sciences Po est le nom? En rebondissant sur ce que vous venez de dire. Puisque vous avez connu les grandes écoles. Hein. Oui, d'accord, mais c'est pas... D'abord, c'était il y a très longtemps quand même. C'était il y a quelques années. De quoi ce qui se passe à Sciences Po est le nom? D'abord, ce qui se passe à Sciences Po, ça reflète le fait que la jeunesse a toujours été en première ligne pour la défense des droits humains. Ça, c'est vrai. Et de tout temps, vous avez eu une jeunesse qui s'est mobilisée contre la guerre au Vietnam aux États-Unis. Donc ça fait partie de notre histoire. Et cette jeunesse-là, elle reste véritablement un aiguillon pour le reste de la société. Donc ça, c'est indispensable. Et je pense que toutes les générations portent ce combat-là. Maintenant, il faut que cette question sur l'antisémitisme ou sur le fait qu'on rejette certains étudiants au motif de leur religion, c'est franchement un pas qui me paraît inacceptable et pas du tout dans la tradition d'une jeunesse qui soit tolérante, qui soit ouverte et qui permette d'avoir une véritable intégration de tout le monde. Au passage, LFI avait réclamé en vain l'expulsion d'Israël du concours de l'Eurovision et réclame d'appliquer à Israël lors des prochains JO de Paris les mêmes sanctions qu'à la Russie et à la Biélorussie, c'est-à-dire que les athlètes israéliens y participent sous bannière neutre. Qu'est-ce que ça vous inspire? Non, mais je ne suis pas en accord avec cette proposition. Ouais, pourquoi? Et comment vous expliquez qu'LFI fasse ce genre de proposition? Mais vous me demandez toujours de commenter pour les autres. Mais non, parce qu'ils font partie de la NUPES comme vous. Non, mais d'accord, mais voilà. Hein? Ça vous aura pas échappé que quand même depuis le 7 octobre, il y a des choses qui se sont passées. C'est fini la NUPES et donc, je ne commenterai pas sur les autres. Voilà. Élection européenne, c'est un référendum pour ou contre Macron ou pour ou contre Mélenchon? Je souhaite que ce soit pas un référendum ni pour ou contre ni l'un et l'autre. Je souhaite que ce soit une élection positive. Et donc, j'invite les électeurs et les électrices à voter pour Raphaël Glucksmann. Mais c'est le seul qui fait une véritable campagne. Mais vous pouvez quand même reconnaître que c'est le seul qui fait une vraie campagne européenne. J'ai encore 3 questions à vous poser. La liste de Raphaël Glucksmann, justement, qui figure en 3e position dans les sondages. J'espère qu'elle va passer en 2e et puis même peut-être en 1er. Mais bon, après, elle a marché un peu haute par rapport au sondage. Est-ce que c'est le signe d'un retour en grâce pour la social-démocratie que vous incarnez? C'est le signe que quand on parle d'un cap, quand on parle de projet, quand on a une forme d'enthousiasme pour les idées qu'on porte, eh bien, ça peut susciter des voix. Voilà, donc des voix VOX. Voilà. Peut-être VOIES aussi, exactement. La NUPES, elle montre ses limites depuis des mois. Elle est morte ou pas? Morte et enterrée? Mais l'union de la gauche est toujours un objectif. Non, mais là, on parle de la NUPES. Oui, mais moi, je vous parle de l'union de la gauche, qui est toujours un objectif que nous maintenons et nous avons... L'union de la gauche, même avec LFI et Mélenchon. Mais d'abord, Mélenchon, il n'est pas à l'Assemblée nationale, ça vous aura pas échappé. Il incarne LFI. Hein. Oui, mais vous avez des... Certains disent le chef de la secte LFI. Vous avez des députés, vous avez François Ruffin, vous avez Clémentine Autain. Mais oui, vous pouvez opiner de la tête, mais ce sont vraiment des personnalités intéressantes. Bon, et quelle gauche après les européennes? Eh bien, ça sera la vraie question. Oui, mais déjà, c'est ma question, votre réponse. Oui, mais moi, j'attends... On va d'abord passer l'élection européenne, faire en sorte avec le sourire, hein. Et faire en sorte d'avoir le meilleur score possible, voilà, et le score le plus élevé, parce que je pense que l'Europe le mérite, et je pense que on a vraiment, là, on porte un message positif sur cette Europe. Les Républicains, ils envisagent de déposer une motion de censure budgétaire à l'automne. Est-ce que le PS pourrait la voter? Est-ce que vous souhaitez que les LR déposent cette motion de censure pour éventuellement parvenir à une dissolution de l'Assemblée? Alors, nous avons voté toutes les motions de censure déposées, sauf celle du RN. À chaque fois, moi, je ne voterai jamais aucun texte du Rassemblement national. Mais vous pouvez voter avec le RN ou pas?
Mais d'abord, c'est pas voter avec. Ouais, c'est quand vous votez un texte, vous savez pas qui le vote avec vous ou pas. C'est plutôt dans ce sens-là que la question se pose. Mais moi, je ne voterai jamais aucun texte RN. Je n'ai jamais voté aucun amendement RN. Et ça, c'est la ligne de notre groupe. Donc, on verra ce qu'ils mettent dedans. Aussi, on peut en déposer de notre côté. Il est clair que sur la question budgétaire, ça fait 2 budgets qui n'ont pas été votés par l'Assemblée nationale. Il y a quand même, on va pas passer 5 ans à ne jamais voter aucun budget. Cette législature ira jusqu'à son terme ou pas? J'en sais rien. Lalice Bardella fait donc la course en tête, ce sera la dernière question. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui, désormais, empêcher la victoire de Marine Le Pen en 2027 ? Avec une extrême droite, selon les sondages, qui arrive à 40, voire au-delà de 40%. Ce qui peut empêcher... d'abord, une élection, l'histoire montre qu'une élection, son résultat n'est jamais connu à l'avance. Jamais. Y compris les européennes. Hein. Y compris les européennes. Et surtout pas les européennes. Et puisqu'on a vu que les sondages s'étaient déjà trompés par le passé. Ouais. Donc, une élection, ce qui compte, c'est le résultat. Eh bien, ce qui comptera pour 2027, c'est de poursuivre la dynamique qui est enclenchée sur cette liste que nous menons avec Raphaël Glucksmann. Merci Valérie Rabault, et non Raphaël Glucksmann, Valérie Rabault, d'avoir répondu à notre invitation, parce que Raphaël Glucksmann, pour l'instant, il n'a pas accepté de participer à cette émission, donc il faudra lui dire. Donc merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci, au revoir.